L'histoire a tendance à devenir caricaturale. Nous avons été conditionnés à croire qu'elle suit un récit établi, une ligne droite de progrès menant directement jusqu'à nous. Quand nous pensons au Moyen Âge, qu'est-ce qui nous vient à l'esprit? La boue? La superstition? Nous les appelons les âges obscurs, une étiquette simple et dédaigneuse pour une époque que nous supposons brutale et stagnante. Mais que se passe-t-il quand cette ligne se brise? Et si cette image populaire était l'une des plus grandes idées fausses que nous ayons sur notre propre passé? Pendant 1000 ans, nos ancêtres ont affronté un monde impitoyable avec quelque chose de fondamentalement plus fiable que nos solutions jetables. Ils comptaient sur 3 piliers, une conception ingénieuse des matériaux durables et une compréhension profonde des forces qui les entouraient. Et si je vous disais qu'à cette époque soi-disant obscure, des ingénieurs et des penseurs ont créé des technologies si profondément avancées qu'aujourd'hui encore, avec toute notre modélisation informatique, nous avons du mal à égaler leur génie? Certains secrets sont perdus à jamais, d'autres ont posé les fondements même du monde moderne. Avant de plonger dans ce voyage, je veux savoir quelque chose. Laissez un commentaire maintenant et dites-moi, d'où dans le monde regardez-vous ceci? Votre ville, votre pays. Je suis curieux de voir jusqu'où ces secrets médiévaux ont voyagé pour vous atteindre. Aujourd'hui, nous retournons à une époque qui était tout sauf obscure. Nous comptons les 10 inventions médiévales si en avance sur leur temps que, d'une certaine manière, nous ne pouvons toujours pas les surpasser. Les fondations de la civilisation, notre compte à rebours commence avec une invention si fondamentale qu'elle a littéralement sculpté la civilisation de la Terre. Pendant des milliers d'années, l'humanité a gratté la surface avec de simples bâtons de bois, mais l'Europe médiévale faisait face à un problème. Les sols riches et argileux du Nord étaient trop durs pour les outils anciens. La solution fut la charrue lourde, et elle n'était pas seulement plus grande, elle était plus intelligente. 3 composants fonctionnaient en parfaite harmonie. Le coutre, un couteau vertical qui tranchait le sol comme une lame dans le cuir. Le soc, coupant horizontalement sous la surface. Et le versoir, courbé avec une précision mathématique pour retourner complètement la terre lourde, enterrant les mauvaises herbes et exposant la terre fraîche à l'air. Mais voici ce qui rend cela profond. Il ne s'agissait pas seulement d'améliorer l'agriculture. La charrue lourde a débloqué des sols qui avaient été inutiles pendant des millénaires. Soudain, les forêts denses et les basses terres marécageuses du nord de l'Europe sont devenues le grenier du continent. Sans cet outil, il n'y aurait pas eu d'excédent de grains. Pas d'excédent de grains, pas de ville. Pas de ville, pas de spécialisation. Pas de cathédrale médiévale, pas d'université, pas de renaissance. La charrue lourde n'a pas seulement changé l'agriculture, elle a rendu possible la civilisation européenne. Et l'ingénierie? Les tracteurs modernes utilisent encore le même système à 3 parties perfectionnées il y a plus de 1000 ans. Nous avons ajouté de la puissance, mais nous n'avons pas amélioré la conception fondamentale. Parfois, la première solution est aussi la meilleure. Les lunettes, démocratiser la connaissance. Imaginez ceci. Vous êtes un moine en Toul en 80, passant votre vie à copier des manuscrits à la chandelle, puis, vers Toul 185 dans le nord de l'Italie, un génie inconnu a résolu un problème qui avait tourmenté l'humanité depuis le commencement, la perte de vision liée à l'âge. 2 morceaux de verre soigneusement taillés, maintenus dans un cadre simple. Les lunettes. La technologie semble presque ridiculement simple maintenant, mais l'impact fut révolutionnaire. Pour la première fois dans l'histoire, vieillir ne signifiait pas la fin du travail intellectuel. Les érudits pouvaient continuer à lire, les scribes pouvaient continuer à copier, les travailleurs du savoir voyaient leur carrière prolongée de décennies. Mais voici la révolution plus profonde. Avant les lunettes, l'alphabétisation était largement l'affaire des jeunes. La sagesse accumulée des générations plus âgées était piégée dans des esprits qui ne pouvaient plus lire de nouveaux matériels. Les lunettes ont changé cela pour toujours. En un siècle, cette invention simple s'est répandue à travers l'Europe, créant la première population vieillissante véritablement lettrée de l'histoire humaine. La Renaissance, elle s'est produite parce qu'une génération d'érudits pouvait encore lire à 60 ans. Aujourd'hui, plus de 2,5 milliards de personnes portent des lentilles correctives. C'est un humain sur 3 qui se promène avec de la technologie médiévale attachée au visage. Et c'est encore la solution la plus efficace que nous ayons. Le système à 3 champs. Bien avant que la durabilité ne devienne un mot à la mode, les fermiers médiévaux faisaient face à un problème existentiel.
Comment nourrir une population croissante sans détruire la terre qui vous nourrit? Le système romain antique à 2 champs était brutal dans sa simplicité. Planter un champ, laisser reposer l'autre. Mais cela gaspillait la moitié de votre terre chaque année, et même cela n'était pas suffisant pour maintenir la santé du sol. Voici le système à 3 champs, un trait de génie agricole qui a tout changé. Divisez votre terre en 3 parties. Plantez l'une avec des cultures d'hiver comme le blé, plantez une autre avec des cultures de printemps comme l'avoine ou l'orge, laissez la 3e en jachère pour récupérer. Puis alternez chaque année. Les mathématiques étaient belles. Au lieu de perdre la moitié de votre terre au repos, vous n'en perdiez qu'un tiers. La production augmenta de 50% immédiatement, mais le vrai génie était dans le choix des cultures. Les cultures d'hiver et de printemps utilisaient différents nutriments et attiraient différents parasites. Le système restaurait naturellement la santé du sol tout en maximisant le rendement. Voici ce qui est remarquable. L'agriculture durable moderne redécouvre essentiellement des principes que les fermiers médiévaux avaient perfectionnés il y a 800 ans. Rotation des cultures, fixation de l'azote, conservation du sol. Nous leur avons donné de nouveaux noms, mais la sagesse était déjà là. L'agriculture industrielle a essayé de déjouer ce système avec des produits chimiques et la monoculture. Le résultat? Épuisement du sol, résistance aux pesticides et destruction environnementale. Peut-être est-il temps d'écouter à nouveau les médiévaux. Le moulin à pivot, maîtriser le chaos. Le vent, c'est le chaos. Il change de direction sans avertissement, meurt jusqu'à rien, puis rugit avec une force destructrice. Pendant la majeure partie de l'histoire, cela rendait l'énergie éolienne une fantaisie. Comment maîtriser quelque chose de si imprévisible? Les ingénieurs médiévaux de l'Europe du XIIe siècle ont résolu cela avec une invention si astucieuse que les parcs éoliens modernes ne peuvent toujours pas égaler son adaptabilité, le moulin à pivot. Toute la maison du moulin était équilibrée sur un seul poteau vertical massif, permettant à toute la structure de tourner à 360 degrés. Quand le vent changeait, les ouvriers poussaient le moulin jusqu'à ce que les ailes fassent face à la brise. Simple? Oui. Efficace? Absolument. Mais le vrai génie était dans les mécanismes internes. Un système d'engrenage en bois et d'arbres transférait la rotation de l'axe horizontal du moulin au meule vertical en bas. Ceci nécessitait une ingénierie précise pour gérer les couples massifs impliqués, le tout façonné en bois avec des outils à main. Certains de ces moulins ont fonctionné continuellement pendant 500 ans avec seulement un entretien de base. Comparez cela aux éoliennes modernes qui ont besoin de systèmes contrôlés par ordinateur pour suivre la direction du vent et durent typiquement 20-25 ans. Le moulin à pivot pouvait être construit et entretenu par des artisans locaux utilisant des matériaux locaux. C'était une technologie d'énergie renouvelable qui était réellement renouvelable. Pas une mauvaise leçon pour notre époque supposément avancée. La boussole magnétique, imaginez être perdu en mer sans GPS, sans radio, sans point de repère, juste de l'eau sans fin dans toutes les directions. Pendant la majeure partie de l'histoire, cela signifiait la mort. Les marins médiévaux ont résolu ce problème existentiel avec un morceau de fer magnétisé flottant dans un bol d'eau. La boussole magnétique est arrivée en Europe vers 10 ans et rien ne fut plus jamais pareil. Mais la version médiévale était plus sophistiquée que vous pourriez le penser. La boussole n'était pas juste une aiguille dans l'eau. Les versions avancées utilisaient une aiguille magnétisée équilibrée sur une épingle à l'intérieur d'une sphère de verre scellé remplie d'huile. Ceci amortissait le mouvement par mer agitée et empêchait l'aiguille d'être affectée par le mouvement du navire. Le principe semble simple, le fer magnétisé s'aligne avec le champ magnétique terrestre. Mais créer une boussole fiable nécessitait de comprendre la métallurgie, le magnétisme et la mécanique de précision. Les artisans médiévaux devaient découvrir comment magnétiser le fer de manière cohérente, comment équilibrer parfaitement l'aiguille et comment créer un boîtier qui protégeait le mécanisme de l'eau salée et des tempêtes. Voici ce qui est remarquable. Votre GPS de smartphone peut tomber en panne, les satellites peuvent être brouillés, l'électronique peut casser, mais une boussole magnétique médiévale fonctionnera pour toujours, n'importe où sur Terre, sans source d'énergie externe. À une époque de dépendance numérique, il y a quelque chose de rassurant dans une technologie qui fonctionne simplement, peu importe quoi. Le trébuchet à contrepoids, le point de départ de notre top 5, est inévitablement le défi de déplacer des poids impossibles avec une force dévastatrice.
Oubliez l'image simple d'une catapulte alimentée par des cordes tordues. C'était une technologie affligée d'incohérence où la puissance s'estompait à chaque tir. Le vrai défi était celui-ci: comment construire une machine qui peut fracasser un mur de pierre à un quart de mille de distance, encore et encore, avec une précision terrifiante, en n'utilisant que les matériaux à portée de main? La réponse, qui apparut vers le XIIe siècle, était un témoignage de pur génie mécanique: le trébuchet à contrepoids. Et son seul carburant, la gravité elle-même. Son principe était à la fois brutalement simple et profondément intelligent. Au lieu d'une tension fragile, le trébuchet utilise l'énergie potentielle. C'est un levier massif. Sur l'extrémité courte, une boîte remplie de tonnes de pierres. Sur l'extrémité longue, une fronde. Une équipe descendrait le long bras avec un treuil, hissant l'impossiblement lourd contrepoids dans les airs, stockant une énorme quantité d'énergie potentielle gravitationnelle. Puis, avec le retrait d'une épingle, cette énergie était libérée. Mais voici où l'histoire devient vraiment fascinante. Le vrai génie était dans la combinaison d'un contrepoids articulé, une innovation médiévale clé permettant une chute verticale plus efficace, et la fronde qui multipliait la vitesse du projectile comme un fouet. Ce n'était pas juste de la force brute, c'était la physique raffinée en un art mortel. En ajustant le contrepoids ou la fronde, les ingénieurs de siège pouvaient calibrer leurs tirs, frappant le même endroit sur un mur de château jusqu'à ce qu'il s'effondre. Le légendaire Warwolf, un trébuchet massif construit par Édouard Ier d'Angleterre, était si psychologiquement terrifiant que, selon la légende, les défenseurs du château de Stirling ont essayé de se rendre au moment où ils l'ont vu être construit. Alors pourquoi est-il sur cette liste? Parce qu'en termes d'efficacité pure et élégante, sa conception est presque parfaite pour son but. Il représente le summum absolu de l'artillerie mécanique, un système pour exploiter une force gratuite et absolument fiable qui n'a été rendue obsolète que par un changement de paradigme complet, la poudre à canon. Nous ne l'avons jamais surpassé, nous avons juste complètement changé le jeu. Les arcs-boutants, des machines qui multipliaient la force destructrice, nous passons à un lieu qui commandait les éléments de l'architecture elle-même. Regardez le plafond d'une cathédrale gothique, puis regardez les murs, qui semblent faits plus de verre que de pierre. Qu'est-ce qui soutient tout cela? Pendant des millénaires, la loi de fer de l'architecture était que la hauteur nécessitait des murs épais et lourds pour contrer l'immense poussée vers l'extérieur, la poussée latérale d'un toit en pierre. Cela signifiait que les bâtiments étaient inévitablement sombres et semblables à des forteresses. Mais les architectes gothiques avaient une vision révolutionnaire, des églises qui s'élançaient, remplies de lumière. Pour cela, ils devaient résoudre le problème de la poussée latérale tout en faisant virtuellement disparaître les murs. La solution fut l'une des innovations les plus élégantes et visuellement époustouflantes de l'histoire humaine, l'arc-boutant. Le mécanisme est brillamment simple. L'arc-boutant agit comme un pont pour la force. Il attrape l'immense pression vers l'extérieur du toit, bondit à travers l'espace ouvert et la canalise loin du mur et vers le bas dans un pilier massif solidement ancré dans la terre. C'est un squelette externe. Voilà qui change la donne. Libérés du soutien du toit, les murs pouvaient devenir de minces rideaux de pierre et de vastes étendues de vitrail. C'est ce qui a rendu possible les magnifiques fenêtres de Notre-Dame et de Chartres. Et voici ce qui rend cela encore plus remarquable. Les pinacles en pierre qui surmontent souvent les piliers n'étaient pas seulement décoratifs. Leur poids poussait le pilier plus fermement dans le sol, rendant tout le système encore plus stable. C'était un mariage parfait d'art et d'ingénierie, né non de la commodité, mais de la pure nécessité implacable. Les bâtiments modernes utilisent des charpentes en acier et du béton armé, mais la cathédrale gothique l'a fait avec la pierre et une compréhension presque incroyable de la physique. Nous ne construisons plus souvent avec de la pierre porteuse, mais le principe d'externalisation du support structurel est une pierre angulaire du design moderne. L'arc-boutant a résolu un problème ancien avec tant de génie qu'il a transformé la nécessité structurelle en un affichage époustouflant de légèreté et de grâce. L'astrolabe, l'ordinateur analogique originant. Nous passons maintenant de l'échelle colossale des cathédrales à un objet que vous pouvez tenir dans votre main. Mais ne vous laissez pas tromper par sa taille. Cet appareil était un smartphone, GPS, calculatrice et horloge, tout roulé en un paquet complexe de laiton. L'astrolabe, le problème qu'il résolvait était fondamental: comment traduire la sphère complexe et tridimensionnelle du ciel en un format pratique et portable.
Comment pourriez-vous créer un outil pour résoudre des problèmes astronomiques complexes, sans calcul fastidieux, dans un monde sans batterie ni logiciel? La solution, perfectionnée dans le monde islamique médiéval et introduite en Europe, est une merveille. C'est en essence une carte de travail bidimensionnelle des cieux. Elle a un corps, le mater, des plaques gravées pour différentes latitudes et une carte stellaire rotative complexe appelée le RET. Son nom signifie preneur d'étoiles. En la tenant et en visisant une étoile avec sa règle, l'Alidad, vous pouviez déterminer l'altitude de l'étoile. Cette seule mesure débloquait un univers d'informations. En faisant tourner le RET pour correspondre, vous pouviez instantanément dire l'heure locale, jour ou nuit, déterminer votre latitude sur Terre ou même arpenter la hauteur d'une montagne distante. Pour les marins à l'âge des découvertes, des versions simplifiées comme l'astrolabe de marinier étaient des outils vitaux pour la navigation, utilisés aux côtés de quadrants et d'autres instruments. Alors, pourquoi ne pouvons-nous pas le surpasser? Parce que comme ordinateur analogique, sa sophistication et son utilité étaient inégalées pendant plus de 1000 ans. C'est une incarnation physique de mathématiques complexes, résolvant des problèmes de trigonométrie sphérique avec sa propre mécanique. C'est un ordinateur qui n'a besoin d'aucune énergie et n'a aucun logiciel à planter, construit à partir de métal et d'intellect. Quand vous tenez un smartphone et ouvrez une application d'observation des étoiles, vous tenez le descendant numérique direct de l'astrolabe. Il représente un niveau de maîtrise scientifique qui brise complètement le mythe d'un âge obscur. L'horloge mécanique, quelle heure est-il? Pendant la majeure partie de l'histoire, le temps était quelque chose de fluide et naturel. Mais l'idée de l'heure, de la minute, un battement standardisé gouvernant toute la société, n'existait pas. L'invention qui a pris le temps des cieux et l'a mis sur une tour pour que tous le voient est née dans les monastères médiévaux. Le problème était la nécessité. Les moines devaient observer un horaire strict de prière, jour et nuit, indépendamment du soleil ou du temps. Les cadrans solaires étaient inutiles la nuit et les horloges à eau n'étaient pas fiables. Ils avaient besoin d'une machine qui était autonome et mécanique. Vers 170, les premières horloges entièrement mécaniques émergèrent. C'étaient des machines de fer massives dont le seul but était de frapper une cloche. La source d'énergie était simple, un poids qui tombait en faisant tourner un tambour. Mais sans contrôle, le poids tombait simplement. Le vrai génie résidait dans le mécanisme qui régulait sa chute en tic-tacs réguliers et périodiques. C'était l'échappement. La version la plus ancienne, le verge et folio, est brillamment simple. Une roue d'échappement tournée par le poids est attrapée et libérée par deux petites plaques sur une tige verticale ou verge. Ce mouvement de poussée et d'attrape crée le tic-tac, avec chaque tic représentant une petite libération contrôlée d'énergie. C'est pourquoi l'horloge mécanique est si profonde. Vous pourriez dire que c'était le premier appareil numérique de l'histoire, brisant le flux lisse et analogique du temps en battements discrets et comptables. Les premières horloges n'étaient pas très précises, mais ce n'était pas le point. Leur existence même changeait le monde. L'horloge a détaché le temps de la nature et l'a transformé en une quantité indépendante et mathématique. Le carillon de l'horloge de la ville a commencé à réguler la vie civique, créant une société synchronisée essentielle pour l'essor de la science, de la finance et de l'industrie. Vous ne pouvez pas avoir la révolution industrielle sans un moyen précis de mesurer le temps. Et c'est pourquoi l'horloge mécanique est sur cette liste. Bien qu'une horloge atomique soit infiniment plus précise, l'horloge médiévale n'était pas juste une invention qui donnait l'heure, c'était une invention qui a créé notre concept moderne du temps. Pour restructurer fondamentalement la conscience humaine, son impact est littéralement imbattable. Nous sommes à mi-chemin de notre voyage, et ce que nous avons vu jusqu'à présent prouve que cette époque était tout sauf obscure. Ce n'étaient pas des solutions jetables, c'étaient des extensions intemporelles de compétences et une compréhension profonde des forces de la nature. Aimez si ce génie médiéval vous a époustouflé, et faites-moi savoir dans les commentaires laquelle de ces inventions vous a le plus surpris. Honnêtement, j'adore savoir qui est là dehors à remettre en question combien nous avons vraiment progressé. Votre soutien nous aide à continuer à défier les histoires qu'on nous a racontées et à apporter ces histoires incroyables à la lumière. Maintenant, revenons au compte à rebours. L'invention numéro 1 n'a pas seulement changé la façon dont les gens travaillaient, elle représente un niveau de sophistication technologique qui reste un mystère non résolu à ce jour. L'arrosage gothique. Nous arrivons au numéro 1 avec une technologie si avancée,
si mathématiquement parfaite que les architectes modernes ont encore du mal à reproduire son génie. Ce n'est pas une arme ou un outil, mais quelque chose de bien plus profond, l'art de transformer la pierre en lumière. La rosace gothique. Tenez-vous devant Notre-Dame, Chartres ou Sainte-Chapelle et regardez en haut. Ce que vous voyez défie tout ce que nous pensons savoir sur les capacités médiévales, d'énormes cercles de pierre et de verre, certains de plus de 40 pieds de diamètre, qui semblent flotter impossiblement dans des murs qui auraient dû s'effondrer sous leur propre poids. Le défi d'ingénierie était stupéfiant. Comment couper un trou géant dans un mur porteur sans faire tomber tout le bâtiment? Comment soutenir des milliers de livres de maçonnerie complexes en cercle parfait, en utilisant seulement des outils à main et l'intuition mathématique? La solution nécessitait de comprendre l'ingénierie structurelle, la géométrie, l'optique et la science des matériaux tout à la fois. Les architectes médiévaux n'ont pas juste coupé des trous en espérant que ça marche. Ils ont développé un système complexe de nervures de pierre, de remplage et d'arc-boutement qui distribuait le poids avec une précision mathématique. Voici ce qui rend cela extraordinaire. Chaque rosace est essentiellement un ordinateur de pierre géant, calculant et redistribuant les forces structurelles par pure géométrie. Les motifs de remplage ne sont pas juste de la décoration, ils sont des mathématiques portantes sculptées dans la pierre. Chaque courbe, chaque point d'intersection est précisément calculé pour gérer le stress, tout en permettant une pénétration maximale de la lumière. Mais le vrai génie était dans la technologie du verre. Les artisans médiévaux ont créé du verre coloré si chimiquement parfait, si optiquement pur, que nous ne comprenons toujours pas complètement leur technique. Le verre bleu de Chartres contient des traces de cobalt traitées de manière que les chimistes modernes essaient encore d'ingénierie inverse. Les fenêtres n'étaient pas juste belles, elles étaient des amplificateurs de lumière. Les architectes médiévaux comprenaient que différents verres colorés avaient différentes propriétés optiques. Ils ont arrangé ces couleurs en motifs qui ne racontaient pas seulement des histoires religieuses, mais manipulaient réellement comment la lumière se comportait à l'intérieur de l'espace cathédral. L'architecture moderne a l'acier, le béton et la modélisation informatique. Pourtant, nous construisons avec des matériaux qui se corrodent, se fissurent et nécessitent un entretien constant. Pendant ce temps, les rosaces construites il y a 800 ans fonctionnent encore parfaitement, transforment encore la lumière en quelque chose de transcendant, laissent encore les ingénieurs modernes se demander exactement comment elles ont été faites. La rosace gothique représente le summum absolu de ce que les humains peuvent accomplir quand la connaissance mathématique, la compétence d'ingénierie et la vision artistique se combinent. Ce n'est pas juste une fenêtre, c'est la preuve que l'esprit médiéval pouvait transformer les lois de la physique en poésie. Et voici le testament ultime de sa perfection. Quand Notre-Dame a brûlé en 2019, les rosaces ont survécu. 8 siècles de temps, de guerre et de révolution n'ont pas pu les détruire, mais il a fallu des techniques de restauration modernes et des millions de dollars juste pour les nettoyer correctement. À une époque obsédée par les écrans numériques et les écrans LED, la rosace nous rappelle que l'écran le plus avancé jamais inventé a été fait de sable, de feu et de génie médiéval. Elle ne nécessitait pas d'électricité, ne produisait pas de déchets et créait une beauté qui a inspiré l'humanité pendant près d'un millénaire. C'est une technologie que nous ne pouvons toujours pas surpasser. Conclusion. De la charrue lourde qui a construit la civilisation aux lunettes qui ont démocratisé la connaissance, du génie durable du système à 3 champs au moulin à pivot qui exploitait le vent, de la navigation sans satellite de la boussole magnétique à la puissance brute du trébuchet, de la grâce qui défie la gravité de l'arc-boutant à l'univers de poche de l'astrolabe, de l'horloge mécanique qui contrôlait le temps à la perfection transformatrice de lumière, de la rosace gothique qui émanait. Ces 10 inventions sont de puissantes réfutations à la caricature paresseuse des âges obscurs. Elles nous montrent une époque d'innovation vibrante où des penseurs, armés de peu plus que leur propre intellect, ont résolu des problèmes profonds avec un génie stupéfiant. Leur travail a posé les fondations de notre temps, façonnant tout de nos villes à notre perception même de la réalité. Le passé n'est pas un bloc obscur et monolithique, c'est un lieu rempli de lumière, d'ingéniosité et de leçons qui résonnent encore. Il nous rappelle que la créativité humaine n'est confinée à aucune période unique. Alors, laquelle de ces technologies intemporelles pensez-vous avoir eu le plus grand impact? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Merci de nous avoir rejoints. Si vous avez apprécié découvrir ces merveilles, likez cette vidéo et abonnez-vous pour plus d'exploration dans l'histoire qu'on ne vous a jamais enseignée à l'école.
Jusqu'à la prochaine fois, continuez à questionner et continuez à explorer.